Depuis ce matin, j'entends qu'on parle d'expérimentation, et en particulier dans le Céronais, parce que 3 écoles sont parties sur une organisation différente, avec 5 matinées plus longues, avec une après-midi de 2 heures pour un parcours, etc. Ce que je voudrais dire à travers ça, c'est que à quel point il est étonnant qu'en fonction des changements politiques dans notre pays, ce qui était normalisé à un moment donné devient expérimentation à un autre moment. Une expérimentation comme celle que vous faites dans le Céronais, ça fait des années que je le fais. À Lille, nous sommes bien plus loin encore, dans un quartier défavorisé, que cette expérimentation-là, puisque nous sommes actuellement sur 5 matinées de 4 heures, pas que de 3h30. Nous avons 5 matinées de 4 heures, nous avons 2 après-midi de 2 heures de classe, et nous avons 2 après-midi de 2 heures de parcours. Parcours qui ont été construits avec les Francas en 1995-1996. Et si on a pu faire cette organisation-là, c'est parce que nous nous appuyions sur des circulaires, sur une circulaire en particulier, qui était parue en octobre 1995, et qui autorisait des aménagements du temps de l'enfant sur 5 jours. C'était même sur au moins 5 jours. Je peux même vous dire que dans ce quartier, nous sommes allés beaucoup plus loin, puisque jusqu'en 2008, l'école fonctionnait sur 6 matinées. Nous avions donc 6 longues matinées. Le mardi, 2 heures de classe, et le lundi, jeudi, vendredi, c'était les Francas qui prenaient le relais sur 2 heures de parcours à chaque fois. Simplement parce que la circulaire de 95 proposait un aménagement sur au moins 5 jours. Au moins 5 jours, ça veut dire qu'on peut aller plus que 5 jours. Donc nous étions sur 6 matinées. Personne dans ce groupe scolaire n'a voulu revenir en arrière. S'ils sont passés à 5 matinées, c'est à cause du décret d'Arcos qui en 2008 a supprimé, sans négociation, le samedi matin de classe. Et en retirant 2 heures en plus. 2 heures sur la semaine hebdomadaire des enfants. Qui nous a fait arriver quand même à une équation totalement insoluble, puisque à partir de 2008, on a demandé aux enfants d'être capables de travailler mieux et de réussir mieux sur un programme identique avec moins de temps. C'est ce que j'appelle l'équation insoluble. Je ne vois pas comment on fait mieux avec moins de temps sur quelque chose qui est équivalent du point de vue du programme. C'est comme ça. Donc si je vous disais ça, c'est que ça n'était pas une expérimentation pour nous. C'est quelque chose qui était installé, qui l'est d'ailleurs toujours. On a réussi à le maintenir bien que ce soit hors la loi par rapport au décret Peillon. Et finalement, c'est l'écriture du décret Peillon en janvier 2013 qui met hors la loi ce type de projet. Nous n'étions pas les seuls. À Épinal, il y avait plusieurs écoles qui fonctionnaient comme ça. À Münster, ils fonctionnaient exactement comme ça aussi, sur la ville de Münster. Et malheureusement, ils n'ont pas pu maintenir. Ils ont été obligés de repartir sur le décret Peillon, etc. C'est quand même aberrant. Je veux dire que si vraiment il y avait une volonté politique de faire qu'on aménage au mieux les temps des enfants, on se préoccuperait peut-être de ce qui s'est fait avant et de ce qui existe et qui fonctionne. Et puis je voudrais vous lire quelque chose par rapport à ça, parce que en décembre 2010, bon, vous savez que Luc Châtel avait lancé, il a été le premier d'ailleurs à lancer cette grande réflexion autour des rythmes scolaires en 2010. Tout le monde a dû l'oublier, je pense. Pourtant, ça a fait quand même beaucoup de bruit, puisqu'il avait lancé ça en juin 2010. Il avait d'ailleurs lancé exactement en même temps qu'il envoyait une circulaire dans les inspections académiques pour demander aux inspecteurs d'académie d'être capables de supprimer des postes qui ne soient pas visibles par les parents. Donc la suppression des postes ne devait pas se faire sur des enseignants en classe, parce que ça, ce serait visible par les parents. Et donc, ce qu'il proposait, c'était de supprimer des psychologues scolaires, de supprimer voilà, tout ce qui faisait le RASED, qui n'est pas visible pour les parents. Donc c'est en même temps qu'il avait lancé cette concertation sur les rythmes scolaires. Concertation qui a duré jusqu'à décembre 2010. Et finalement, quand ensuite il a dû tirer parti de ça, en décembre 2011, il a dit « Oh là là, sujet trop sensible, je ne touche à rien, je ne bouge pas, il va y avoir les présidentielles, on attendra. » Mais en décembre 2010, il y a un rapport qui est sorti, un rapport parlementaire,
dont les deux rapporteurs étaient Xavier Breton pour l'UMP et Yves Durand pour l'EPS. Et que dit ce rapport, entre autres, par rapport à ces fameux rythmes scolaires? Il est dit dans le rapport qu'il faudra revenir sur la semaine de 4 jours qui effectivement fonctionne au détriment des enfants et des enfants les plus en difficulté d'ailleurs, mais réflexion doit être menée là-dessus. Et il est dit, la semaine doit-elle être organisée en 4 jours et demi ou 5 jours? La première option, parler de 4 jours et demi, conduit à articuler la semaine autour de 9 demi-journées. On peut toutefois se demander si une organisation en demi-journée ne tendrait pas à rigidifier la gestion du temps scolaire, à la différence d'un système dans lequel les enseignements et les autres activités pourraient être répartis librement du lundi au vendredi, voire au samedi. Les avantages d'une semaine scolaire de 5 jours ne seraient pas négligeables, comme l'a constaté la mission qui est allée à Berlin. Sur le plan éducatif, cela permet de développer des compétences chez l'élève en alternant enseignement et activités périscolaires pour ne pas séparer la socialisation de la pédagogie et faire ainsi de l'école un lieu de vie et non un simple lieu de cours. En organisant les activités de loisirs principalement l'après-midi, cette école met en œuvre une organisation du temps scolaire respectueuse des rythmes de l'enfant. Cette organisation hebdomadaire implique un réel travail de coordination entre les enseignants et les éducateurs chargés des activités périéducatives. L'école à la journée allemande pourrait être un exemple à étudier. Voilà. Rapport de décembre 2010. Yves Durand était maire de la ville de Lomme, qui est à côté de Lille. Il a fait appel à moi en 2010 pour que je travaille avec la ville de Lomme sur un projet expérimental dans un groupe scolaire qui voulait sortir de la semaine de 4 jours. Et à l'époque, c'était encore possible parce qu'on était sur la loi Fillon de 2005 qui autorisait des expérimentations sur l'aménagement des temps. Et donc, nous avons travaillé entre 2010, fin 2010 et 2012 à la mise en place de ce projet qui a repris le projet lillois dont je viens de vous parler, c'est-à-dire 5 matinées de 4 heures, 2 après-midi de 2 heures de classe et 2 après-midi de 2 heures de parcours. Sur les quelques mois qui ont suivi, on a vu des changements absolument énormes dans cette école, avec des enseignants qui, comme les deux collègues tout à l'heure disaient, qu'ils avaient retrouvé le plaisir d'enseigner, que c'était retrouver l'essence même de leur métier grâce à ces plus longues matinées sur lesquelles on avait travaillé ensemble pour avoir des emplois du temps qui fonctionnent bien. Et les parents étaient ravis, les enfants étaient présents, enfin tout le monde était content. Les animateurs, bien évidemment, tout à fait heureux d'avoir ces 2 après-midi qui leur permettaient de faire vraiment des projets sur plein de thèmes qui avaient été proposés et des associations de la ville de Lomme qui participaient à ce projet pour ces après-midi-là. Donc ça a eu lieu en 2012-2013. Janvier 2013, le décret Peillon sort. Et qu'est-ce qu'on voit? Découpage en 9 demi-journées. Voilà. Je m'en inquiète parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait été convenu quand on s'est rencontrés au moment de la campagne présidentielle et qu'il est venu dans l'école lilloise en question, où il m'a dit « ça c'est un vrai beau projet ». Je dis « il suffira de le généraliser, puisque c'est un beau projet et qui marche bien ». Et effectivement, quand il est devenu ministre, il avait dit sur le perron du ministère « nous reviendrons à la semaine de 5 jours et nous laisserons liberté au territoire de choisir entre le mercredi et le samedi ». Je l'ai encore, sa vidéo. C'est en mai 2012. Ministre, il dit ça. Son décret sort en janvier 2013, ça ne dit plus ça du tout. C'est devenu 9 demi-journées avec le mercredi obligatoire et le samedi dérogatoire. C'est pas la même chose que de dire vous choisirez entre le mercredi et le samedi. C'est pas du tout la même chose. Je me suis inquiétée de où ça sortait, ce truc-là, puisque moi, je ne connaissais que des textes qui parlaient, et ça depuis le début des années 80, des circulaires, des décrets qui parlaient de semaines de 5 jours, comme le préconisait le rapport Tabarot, qui nous a effectivement permis d'avoir de la souplesse dans l'aménagement des temps scolaires pour avoir des matinées plus longues, pour en avoir plus, etc. Et en cherchant et en fouillant un peu comme on peut le faire,
je suis retombée sur le décret d'Arcos. Et dans ce décret d'Arcos, je découvre qu'il est dit que la semaine comportera 24 heures réparties sur 4 jours, mais par dérogation, on pourra rajouter une 9e demi-journée. Et donc, dans le décret d'Arcos, on a exactement un alinéa qui dit, c'est le décret du 15 mai 2008, l'article 10.1 du décret du 6 septembre 90 est modifié ainsi qu'il suit. Au 6e alinéa, les mots 5 jours sont remplacés par les mots 9 demi-journées. Voilà, donc j'en appelle à mes réseaux et je dis, mais pourquoi il est allé copier le décret d'Arcos? Pourquoi il n'a pas repris les textes qui venaient de la loi Jospin, 89, etc., et qui ont poursuivi après? Et toujours en fouillant un peu, on a découvert que c'est la même personne qui a écrit les 2 décrets. Décret d'Arcos, décret Peillon, copier-coller. Et pourquoi? Eh bien parce que ce monsieur venant de la promotion Voltaire de l'ENA, François Hollande n'a pas viré du cabinet. Il est resté dans le cabinet. À quoi tient une réforme quand même? À ça. Et je peux vous dire que ça m'a mis très en colère, que j'ai fait une lettre ouverte à Vincent Peillon, à ce moment-là, en lui disant, ça va dans le mur, elle est sur mon blog. Hein. Quiconque veut la lire peut aller la lire, elle y est toujours. Parce que je lui disais que ça allait dans le mur, la façon dont il s'y prenait. Il est allé à Brest quelque temps après, et j'avais travaillé avec la ville de Brest, juste 2 ans avant, qui eux aussi voulaient sortir de la semaine de 4 jours. Même topo. La ville de Brest, connaissant le modèle lillois dont je parlais, m'avait dit « c'est très intéressant pour nous ». Parce que ça nous permettrait vraiment d'offrir dans tous les quartiers aux enfants des après-midi où on pourrait les emmener au musée, on pourrait faire beaucoup de choses avec eux, parce qu'ils ont énormément de possibilités, eux. Donc, ils voulaient mettre en place ce projet. Des enseignants s'étaient déjà mis à réfléchir à leur matinée plus longue, etc. Évidemment, coincés avec le décret Peillon. Il y va, il fait un discours là-bas, et le responsable du patronage brestois était présent. Je le connaissais, puisque j'avais travaillé avec lui pendant les 2 ans où j'étais à Brest. Et il prend la parole et il dit « Mais monsieur Peillon, pourquoi est-ce que vous avez décidé de découper la semaine en 9 demi-journées plutôt que de la maintenir à 5 jours, comme c'était dit dans les textes précédents ?» Et là, Vincent Peillon lui répond « Je sais, je dois rassurer Claire Lecomte. » J'ai jamais été rassurée, parce que bien sûr qu'il ne s'est pas empressé de venir me rassurer, mais voilà, enfin je veux dire, quand même c'était un enjeu fort, c'était le bien-être des enfants derrière ça. C'était pas pour rien que j'avais fait cette lettre ouverte en disant ça va se casser la figure, vous ne pourrez pas bien travailler, etc. Bref, on en est là aujourd'hui, et je m'aperçois du coup que maintenant on parle d'expérimentation pour des choses qui auraient été normalisées dans le cadre précédent. C'est ça qui est quand même aberrant. Hein, et qui fait dire parfois à l'inspectrice que l'expérimentation, bah oui, enfin, bon, c'est quand même de l'expérimentation. Donc, non, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnera bien et qui peut être pérennisé. Si ça a 20 ans à Lille, quand même, c'est que ça peut être pérennisé. Il y a longtemps qu'on aurait bousculé ce projet-là si on s'était rendu compte que les enfants allaient mal, que tout était à volo, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, avant également de repartir sur les questions que vous m'avez posées et puis de dire d'autres choses, je voudrais rappeler justement les ambitions de ce gouvernement par rapport à cette réforme. Parce qu'il y en avait des ambitions sur cette réforme. Et j'ai plus que le sentiment que tout le monde les a oubliées, ne serait-ce que tous ceux qui ont fait des évaluations, puisque à peu près les seuls rapports que j'ai vus sortir ne portaient que sur la qualité des activités périscolaires. C'est la seule chose qu'on a évaluée. Il y a même eu spécifiquement un rapport sur les zones rurales. Est-ce qu'en zone rurale, on est capable de faire de la qualité dans les activités périscolaires? C'est quand même assez effarant, parce que ce n'était pas du tout l'ambition première. Il faut quand même le savoir. Et j'ai l'impression que même ceux qui portent ces projets ne s'en souviennent plus. Ils sont tous là à se dire qu'est-ce que les mairies font, Eh bien, je vais vous les rappeler. Ces ambitions. Parce que c'est important de les situer. Et moi, je n'oublie jamais l'histoire. Parce que je pense qu'il est important parfois de revenir sur l'histoire. Il y a donc eu une grande concertation
pendant tout l'été 2012 à laquelle j'ai participé, j'étais dans 2 ateliers, j'y ai participé en tant qu'expert. Et effectivement, j'avais passé mon temps à chacun des ateliers à dire « prenons le temps ». Depuis plus de 25 ans que je faisais des projets, je sais qu'on ne fait pas ça en 2 coups de pierre à peau, et puis juste en se mettant sur un coin de table pour dire « je vais faire un listing de professionnels et puis un catalogue d'activités, j'aurai fait mon projet ». Voilà, c'est pas un projet pour moi ça, c'est pas comme ça que ça se fait un projet. Donc j'avais demandé qu'on prenne du temps, d'une part, pour diffuser des informations et la formation à tous ceux qui allaient être acteurs de la communauté éducative dans le cadre de ce projet. J'ai quand même fait, sur ces dernières années, 600 interventions. 600, vous vous rendez compte? Les milliers de personnes que j'ai rencontrées. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui soit venu me dire « je savais tout ». Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai même eu des parents pédiatres qui m'ont dit « j'ai appris plein de choses. Et je sais que je fais mal à la maison, je vais changer maintenant ». Des parents pédiatres. J'ai fini par me dire « mais qu'est-ce qu'ils donnent comme conseil aux parents qui voient ?» Ça interroge quand même. Un médecin généraliste qui publiquement m'a remercié de ma conférence en me disant « j'ai maintenant des réponses à des questions que me posent mes patients pour lesquelles je n'avais pas de réponse. » Un médecin généraliste. Donc, je n'incrimine pas en particulier certains parents, c'est tous les parents. Tous les parents manquent de connaissances par rapport à ça. Donc c'était indispensable de le rapporter. C'était indispensable de l'apporter à tous les animateurs qui prennent en charge l'enfant sur l'ensemble de sa journée. De l'apporter également aux enseignants pour qu'ils aient une bonne vision de ce que doit être la journée de l'enfant par rapport au changement à apporter. Non. On m'a répondu à ce moment-là, c'est pas possible, il faut se dépêcher. Et l'argument pour se dépêcher, il était unique. C'était les nouveaux élus là qui me disaient « arrête de demander du temps ». En 2014, il y a les municipales. Voilà. Donc, il fallait se dépêcher, avant les municipales, de lancer ça. Je passe sur toutes les anecdotes que je pouvais vous raconter entre les mots que j'ai reçus de sénatrices qui étaient tout à fait d'accord, mais qui, maintenant, ben non, ils se rendaient compte que ça n'allait pas partir, donc il fallait quand même partir, etc. Bon, bref, l'enfant oublié dans tout ça, totalement oublié. C'est dommage, mais c'est ainsi. Toujours est-il qu'on a rendu ce rapport, que j'avais moi déposé des propositions, qui sont d'ailleurs toujours sur mon blog également, et je reprendrai tout à l'heure la question qui m'a été posée par rapport à ça. C'est une quinzaine de propositions pour faire une réforme qui tient la route sur l'aménagement des temps de l'enfant. Ces propositions avaient été récupérées par des syndicats qui les avaient mis sur leur site, par plein d'associations qui m'avaient dit c'est très intéressant, les met sur notre site parce que c'est de ça dont il faudrait repartir, etc. On n'est absolument pas reparti de ces propositions-là. Le rapport a donc été rendu au président de la République et le 9 octobre 2012, au moment de la remise de ce rapport, François Hollande se dit favorable à une semaine de 4 jours et demi à l'école primaire, car, dit-il, la réforme des rythmes n'est pas la clé de tout, mais c'est le levier de la réussite. Le levier de la réussite. Quant à Vincent Payon, le 24 janvier 2013, il écrit au maire « Nous abordons avec la réforme des rythmes une phase importante de la refondation de l'école de la République. Elle influera sur l'organisation du travail des enseignants et leur manière même de travailler. Je demande à voir, quand je vois ce que j'observe à l'heure actuelle, à quel point ça a changé l'organisation du travail et la manière de travailler des enseignants. Ensemble, disait-il, nous devons mener à bien ce chantier important de la refondation. » Et dans l'annexe du projet de loi, on lit « La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial. » Ce n'était pas ni pour le ministre ni pour le président une réforme du périscolaire, mais bien le premier levier de la refondation de l'école. Et dans la loi de refondation de l'école, on lit « Les fondements d'une école juste, exigeante et inclusive sont désormais posés et le texte crée les conditions de l'élévation du niveau de tous les élèves et de la réduction des inégalités. » Avec les projets éducatifs territoriaux, la loi met la concertation locale au cœur de la question éducative. C'est dans ce cadre que pourront être élaborés des projets prenant en compte la globalité des temps de l'enfant. C'est ce que Nadine a rappelé ce matin.
Et avec la publication de cette loi, la refondation de l'école va pouvoir continuer à se concrétiser sur le terrain. Le 22 août 2013, Jean-Marc Ayrault, qui était alors Premier ministre, tient un discours devant les recteurs et les directeurs académiques en vue de préparer la rentrée 2013. Et voici ce qu'on lit dans ce discours. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, promulguée le 8 juillet dernier, marque l'ambition du gouvernement et de la majorité d'une refondation profonde et globale de notre système scolaire. La réussite de tous est désormais le premier devoir de notre institution scolaire. Cela ne se fera pas sans innover, car l'innovation est au cœur de la démarche pédagogique. Et là, j'ai envie de dire, oups, j'ai vu à quel point on a pu innover, y compris d'ailleurs par rapport à certains comportements d'IEM. C'est pourquoi nous avons décidé de retrouver des rythmes scolaires mieux adaptés à l'objectif de réussite de tous. D'ici 2 à 3 ans, l'entrée en vigueur, c'était en 2013, hein. D'ici 2 à 3 ans, l'entrée en vigueur de cette réforme aura levé la plupart des interrogations qu'elle peut encore susciter. Je ne sais pas pourquoi on est là cet après-midi. Et au-delà de la question des rythmes, les projets éducatifs territoriaux à venir doivent être une occasion de redéfinir la façon dont l'école, les parents, les collectivités, les associations, ensemble, prennent en charge la réussite de tous. Soyez audacieux dans votre action et sachez rendre audacieux ceux dont vous avez la responsabilité. Et lors de l'ouverture du forum sur les représentants de parents d'élèves et de la coéducation, en décembre 2015, Najat Vallaud-Belkacem a présenté 3 grandes actions pour développer la coéducation. Reconnaître et faciliter l'investissement des parents d'élèves dans les instances de dialogue social du système éducatif, accompagner les parents d'élèves élus dans les écoles et les établissements scolaires, et donner toute leur place aux parents d'élèves pour accompagner leurs enfants vers la réussite éducative. Et sur le site du ministère, on lit alors qu'il faut donner toute leur place à ces parents. Et quelle est la place des parents d'élèves dans les projets éducatifs territoriaux? Il est écrit « Dans le cadre des nouveaux rythmes éducatifs, les parents délégués sont associés à l'élaboration et au suivi des projets éducatifs territoriaux. Plusieurs rapports récents ont mis en évidence la nécessité de renforcer ce dialogue avec les familles concernant l'articulation des temps scolaires et périscolaires. Pour améliorer cette participation, des outils spécifiques seront créés avec les représentants des parents et en lien avec les associations d'élus locaux. Ils sont diffusés sur le site du gouvernement. Et finalement, 3-4 ans bientôt après, où en est-on du respect de toutes ces ambitions de départ? Un rapport de l'inspection générale, le seul, qui soit sorti à propos de l'école. J'ai dit tous les autres, ils portent sur les activités périscolaires. Un rapport de l'inspection générale porte à la connaissance du public en mai 2016. Il porte sur l'efficacité de la réforme des rythmes scolaires. En particulier, il s'attache à établir les premiers effets pédagogiques de cette réforme. S'il met en évidence que la 5e matinée de classe, point fort de la réforme, sauf quand elle fait 1h45, est appréciée par les enseignants, il constate que toutes les potentialités de cette réorganisation du temps scolaire ne sont pas encore perçues et réellement mises à profit. De plus, des interrogations se posent sur l'alourdissement des semaines des enfants et parfois aussi sur l'accroissement de la complexité de leur journée. Concernant l'école maternelle, la réorganisation des après-midi raccourcis a réduit les temps d'apprentissage après la pause méridienne. Cette réduction affaiblit le bénéfice de la matinée supplémentaire. Pour les petites sections, le bilan semble un peu plus positif quand on peut compter sur une réelle fréquentation scolaire de cette 5e matinée. À l'école élémentaire, la réorganisation des enseignements semble avoir surtout bénéficié aux français et aux mathématiques, qui étaient déjà favorisés dans les répartitions horaires et qui se repositionnent majoritairement sur les 5 matinées. Les sciences, les arts et surtout l'éducation physique et sportive apparaissent un peu plus encore qu'auparavant en danger. Et je voudrais quand même dire que malgré ce constat de l'inspection générale qui constate une espèce de bénéfice pour les mathématiques, les résultats de Teams, de l'enquête Teams, eux, sont sans appel. Ils ont été publiés à la fin 2016. En fin de CM1,
les jeunes Français ont un niveau nettement inférieur à la moyenne des 49 pays participant à l'enquête internationale TEAMS, qui évalue les compétences en maths et en sciences. En Europe, la France se retrouve tout à fait en bas du tableau. 22e sur 22 en mathématiques, 21e sur 22 en sciences, pour l'ensemble de l'Europe. Voilà. Alors, a-t-on répondu aux ambitions de départ 3 ou 4 ans après? Je ne crois pas, parce que c'est quand même une enquête qui est récente. Voilà. Donc, moi je suis au regret de dire que la lettre que j'ai faite à Vincent Peignon en janvier 2013, malheureusement, elle ne faisait que dire ce que je constate aujourd'hui, qu'effectivement ça n'a rien à voir avec les propositions que j'avais faites, et qu'effectivement il y avait toute une réflexion à mener sur l'ensemble des temps de l'enfant. Alors j'ai bien compris que certains autres chercheurs disent des choses différentes, etc. J'ai compris. Le problème, c'est qu'on prend un bout des recherches. Et que par exemple, cette histoire qui fait dire qu'il y a une reprise de la concentration et de l'attention après 15h30, elle s'appuie sur une soi-disant courbe de vigilance qui existe depuis très longtemps, qui circule depuis les années 80, et en fait qui utilise des épreuves de barrage de chiffres où on demande aux enfants de découvrir des nombres à 2 chiffres parmi un ensemble de nombres à 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres. L'épreuve dure 30 secondes. Et on appelle ça la vigilance. 30 secondes. J'aimerais savoir quelles sont les matières en classe où on demande à l'enfant d'être attentif 30 secondes et terminer après. Donc ça n'a rien à voir. Que par ailleurs, l'auteur de cette courbe de vigilance a toujours écrit que s'il était vrai qu'on voyait une reprise chez les plus grands, CM1, CM2, qui néanmoins n'était pas la même que celle du matin, on ne la voit pas chez les plus grands, chez les plus petits. Et ça, tout le monde l'oublie. Donc, on s'est amusé à allonger la pause méridienne, etc. Et puis, on pense que c'est mieux. Moi, je ne le crois pas du tout, d'autant que c'est très difficile de l'aménager bien, cette pause méridienne, parce qu'il faut beaucoup d'espace, qu'il faut beaucoup de personnes, qu'il faut beaucoup d'encadrement, et que je ne crois pas que c'est le cas là où on les a allongés. Parce que c'est comme ça que ça peut se faire. Alors effectivement, j'avais bien des idées, moi, arrêtées par rapport à ça. Mais pas arrêtées de manière bête, hein, où je me suis dit, voilà, moi je crois que c'est ça. Non, c'est à la suite d'expériences menées. L'expérience lilloise dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a fait partie d'un gros travail de recherche que j'ai fait avec un autre laboratoire, qui était un laboratoire de Strasbourg, où nous avions à l'époque comparé les capacités attentionnelles des enfants, mais aussi leurs habiletés sociales, et puis également leur agenda de vie, etc., en comparant des écoles qui avaient classe le mercredi matin, des écoles qui avaient classe le samedi matin, des écoles qui étaient à 4 jours, et la nôtre, qui à l'époque où ça s'est fait, était avec les 6 matinées. Et en fait, c'est dans cette école lilloise qu'on a retrouvé la plus grande régularité du rythme veille-sommeil des enfants, les meilleurs effets sur leurs capacités attentionnelles, etc., comparés aux autres écoles. Donc c'est pas comme ça que je dis ces choses-là, c'est vraiment parce que je sais qu'en ayant travaillé sur une autre organisation, on a changé les choses dans les apprentissages des enfants. Donc effectivement, ces longues matinées, je continue de militer pour. 3h30, c'est déjà beaucoup mieux que 3h, mais on pourrait même aller plus loin. J'ai entendu tout à l'heure les 2 collègues qui disaient qu'elles avaient eu la bonne idée de mettre les APC en même temps pour pouvoir faire doublon avec... pourquoi pas? Je vais vous donner une autre commune qui a fait autre chose avec les APC, qui est tout aussi intéressant. Effectivement, c'est une petite commune, d'une école à 3 classes, qui est dans la Sarthe. J'ai travaillé là-bas avec le Pays Fléchois, qui est une intercommunalité de 13 communes, et nous avons réussi à écrire un PEDT intercommunal sur la base de cette organisation-là, avec l'ensemble des 13 communes. Et dans ces 13 communes, il y avait donc cette petite commune de Crest-sur-Loire. Je travaillais avec les enseignants ce jour-là, puis on a mangé ensemble, etc. Puis à un moment, les enseignantes me disent « Oh, nous, ce qui nous embête, c'est des APC, on ne sait jamais où les mettre. On ne sait pas comment les découper, on ne sait pas comment les utiliser, on n'a pas vraiment... » Beaucoup d'enfants en grande difficulté, ne sont même pas en grande difficulté. Il y en a quelques-uns qui ont des petits heurts, mais enfin, c'est pas dramatique. Et du coup,
on fait du turnover, on les prend par petits groupes, on change dans l'année, c'est pas satisfaisant. Je leur dis, pourquoi n'en faites-vous pas de vraies activités pédagogiques complémentaires? C'est-à-dire, je sais pas, vous faites du théâtre avec eux, vous faites un journal, vous mettez en place une comédie musicale, voilà, il y a plein de choses possibles à faire dans le cadre de ces activités pédagogiques complémentaires. Les enseignants, me disant, c'est super, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, leur dis-je, intégrez votre heure hebdomadaire d'APC dans l'emploi du temps. Et nous avons donc construit un emploi du temps sur 25 heures, et non pas sur 24. Et en le construisant sur 25 heures, nous avons 5 matinées de 3h45, nous avons 3 après-midi de 2h05 d'enseignement, une après-midi de 2h05 de parcours, comme ici dans le Céronais, dans les classes expérimentales, mais la 3e après-midi pour les enseignants a lieu le vendredi après-midi, et ce vendredi après-midi-là, ils ont donc 1h05 de classe, 1 heure d'APC, qui est intégrée, c'est-à-dire que les enfants sortent toujours à la même heure. Et en fait, évidemment, que le vendredi après-midi, c'est principalement consacré au théâtre, ou bien à l'écriture du journal, etc. Donc ces enfants ont le jeudi après-midi le parcours intercommunal, le vendredi après-midi un travail différent avec les enseignants. Vous imaginez bien que la semaine, personne ne veut revenir dessus. Et que tout le monde me dit, c'est génial, parce que les enfants vont bien, parce qu'ils ont un vrai plaisir, y compris jusqu'à la fin de la semaine, etc. Donc c'est vrai que ce type d'organisation-là, je l'ai mis en place dans beaucoup de communes depuis 2014. Je n'ai à l'heure actuelle aucun retour négatif, parce que ça a démarré en 2014, puisque j'avais commencé à travailler avec des communes en 2013, mais aucune ne voulait partir sur le découpage en 9 demi-journées, aucune. Et donc on s'était dit, peut-être qu'en 2014, il va y avoir de l'assouplissement, etc. On ne s'imaginait pas que ça allait être la cata municipale et que du coup il allait y avoir un changement au gouvernement, mais on s'imaginait qu'un an après, il y aurait de l'assouplissement. Il a bel et bien eu lieu, puisque le décret Hamon a permis qu'on libère cet après-midi. Et donc toutes ces communes que j'avais accompagnées jusque-là sont parties en 2014 sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, personne n'a envie de revenir en arrière, parce qu'effectivement, ils constatent que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'effets positifs pour les enfants, et que de fait, le travail partenarial enseignant et animateur se fait beaucoup plus facilement dans ce cadre-là. Alors, les longues matinées, oui, je milite pour, mais comme je l'ai dit ce matin, pas en les consacrant qu'aux maths et au français, surtout pas. C'est évidemment pas ça qui doit être fait. Il faut absolument tenir compte, au contraire, du besoin d'alternance pédagogique pour les enfants. C'est ce qui est fondamental, et ça on le sait depuis très longtemps également. Les premiers qui avaient dit ça, c'était Debray, qui avait fait un rapport en 1962, et qui disait qu'il fallait vraiment proposer des alternances dans les séquences pédagogiques pour maintenir plus longtemps la disponibilité des enfants. Donc en fait, nos longues matinées servent à intégrer le matin la musique, le PS, les arts plastiques, la découverte du monde, etc. On ne le renvoie pas à l'après-midi. On le fait le matin, ce qui nous permet de faire ces alternances pédagogiques. On alterne quelque chose qui est très abstrait avec quelque chose qui fait appel à la créativité, qui n'a évidemment pas le même coût cognitif. Et le fait de jouer sur ces alternances maintient beaucoup plus longtemps la disponibilité des enfants. Et quand je parlais tout à l'heure de la capacité de transfert d'apprentissage, on s'est aperçu, et là je parle des collègues enseignants avec lesquels j'ai travaillé, que le fait de faire s'associer mathématiques, EPS ou bien musique mathématiques, on fait bien plus facilement des liens entre ces matières parce qu'elles se succèdent, parce qu'elles se suivent. Que quand on les renvoie en fin d'après-midi, on a oublié, donc on ne sait plus trop ce qu'on a pu faire et qui pourrait, voilà. Alors que là, les liens sont naturels, ils se font naturellement. Et c'est bien ce que m'ont dit les collègues qui se sont rendus compte que de fait, les enfants par eux-mêmes maintenant arrivent à faire ces liens-là et à dire « Ah ben oui, ce que j'ai appris là, je peux m'en servir là, etc. » C'est comme ça qu'on développe la capacité de transfert d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait partout. J'ai travaillé avec les enseignants pour qu'ils mettent ça en place. Et les après-midi, on les consacre aussi à des mathématiques et du français, mais sous une autre forme. On fait des jeux mathématiques, on fait des jeux d'expression libre, on demande aux enfants de travailler en petits groupes pour mettre en pratique des choses qu'ils ont apprises de manière abstraite le matin. C'est ça qui leur permet de se maintenir aussi disponibles l'après-midi, à un moment où ils n'ont pas la même concentration que le matin.
par rapport à cette comparaison matin-après-midi, il faut que vous sachiez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, et que l'un en particulier était celui de quelqu'un qui était médecin et qui a été recteur, donc il était médecin et puis il connaissait bien l'éducation nationale, c'est Pierre Magnin. Et c'est lui d'ailleurs qui avait fait qui avait été rapporteur de ce rapport de 1980 dont je vous ai parlé ce matin rapidement. Et Pierre Magnin avait fait énormément de travaux de physiologie auprès des enfants, et il a toujours écrit qu'on a tort de dire que le matin est équivalent à l'après-midi. C'est faux, il n'a jamais été équivalent à l'après-midi, et il disait même que même quand on aménage au mieux la pause méridienne, le retour l'après-midi n'a jamais rien à voir avec la disponibilité du matin. Et c'est des choses qu'il a écrites, qui sont encore écrites dans un bouquin qui a été publié en 1993. Quand je dis que ça a été dit de longue date, c'est que le premier qui a dit ça, c'est un psychologue qui s'appelle Alfred Binet, et qui déjà en 1906 disait aux enseignants « Faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée ». En 1906. Donc il y a longtemps qu'on le sait, que le matin n'est pas équivalent à l'après-midi, et c'est bien la raison pour laquelle, dans cette école lilloise, on avait décidé vraiment de focaliser sur la matinée pour que les enfants, et de fait, je confirme ce que disait la collègue tout à l'heure, les maternelles, c'est génial. C'est vraiment génial. Parce qu'on ne les bouscule plus jamais. On leur laisse le temps d'aller au bout de ce qu'ils ont commencé. Il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant que de le stopper au milieu de sa tâche alors qu'il n'a pas vu la fin arriver, parce qu'il n'a pas eu le temps. C'est hyper frustrant. Et démarrer l'école comme ça, c'est pas comme ça qu'on prend plaisir à apprendre, hein, sûrement pas. Alors que là, eh ben, on prend le temps. On prend le temps. Et le collègue de grande section de cette école lilloise, que je connais depuis 20 ans, puisqu'il était présent au moment de la construction, me disait récemment qu'il avait été inspecté. L'inspectrice a été sidérée. Je rappelle, matinée de 4 heures. Hein. Alors, sur cette matinée de 4 heures, nous avons une pause avec une collation fruits pour tous les enfants, de maternelle et d'élémentaire. C'est-à-dire qu'environ 1 heure après le début de la classe, on fait la pause dans la classe et on travaille sur les fruits de saison. Donc, on fait découvrir aux enfants, y compris des fruits secs, des choses comme ça, avec tout un travail autour de l'éducation nutritionnelle, etc. Évidemment, ça prend sa place. C'est quelque chose qui a vraiment une importance tout à fait grande, parce qu'on a réussi à faire découvrir à des enfants autre chose que la banane toute banale. Enfin, voilà, ils ont découvert d'autres fruits et maintenant ils aiment. Et ils mangent des fruits en plus. Donc on fait ça. Mais il y a un temps de récréation dans cette matinée. Et en fait, les enfants de grande section, depuis qu'ils sont en petite section, sont donc habitués à finaliser la tâche qu'ils sont en train de faire. C'est devenu une habitude pour eux, c'est comme ça. Et donc ils étaient en pleine activité quand la récréation sonne. Et en fait, ils n'avaient pas terminé. Pas un n'a levé le nez. Ils n'ont pas levé le nez. Et chacun a terminé sa tâche. Et en fait, ils sont habitués à ce qu'une fois la tâche finie, ils peuvent aller en récréation. Et là, l'inspectrice, elle en était complètement paf, en disant « Mais c'est parce que je suis là ?» Il dit « Non, c'est tous les jours comme ça. » Elle n'imaginait pas possible que des enfants se contraignent eux-mêmes à... C'est même pas de la contrainte, c'était normal pour eux. On termine ce qu'on a commencé. Et puis on sort après. Ils se sentaient pas mal du tout d'avoir perdu 3 ou 4 minutes de récréation. Pas mal. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup vendu auprès des collègues avec lesquels j'ai travaillé, en leur disant « Vous verrez, ce sera différent ». Et tous me disent aujourd'hui « Heureusement qu'on vous a rencontrés, parce que de fait, on travaille différemment. Tout notre travail a changé grâce à ça, effectivement. » Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît très important. Alors du coup, je vais rebondir sur les quelques questions que j'ai eues. Il y avait une question sur la pause méridienne, si je crois bien, me semble-t-il. On me demandait si une pause méridienne de 2h45 c'est trop long, etc. Et en plaisantant, quand j'ai vu la question, j'ai dit en Finlande, elle dure 30 minutes, la pause méridienne. Parce que les enfants mangent en classe avec leur enseignant et puis se remettent tout de suite après au travail, sauf qu'ils ont eux aussi une matinée beaucoup plus longue, et qu'il faut savoir qu'on est à peu près le seul pays au monde à avoir des matinées de 3 heures. Parce que j'ai fait des comparaisons internationales et partout ailleurs, on a des matinées beaucoup plus longues, que ce soit en Italie, en Belgique, en Suisse, partout. On a des matinées plus longues.
On est le seul pays à conserver une matinée et même une journée, quand on avait 3 heures, qui date de 1834 quand même, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des journées de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, en 1834. On dit qu'on refonde l'école, mais en conservant des choses qui datent de 1834. Ça paraît un petit peu lointain quand même. Hein. En tout cas, c'est comme ça. Donc, pour la pause méridienne, comme ça a été dit à plusieurs reprises, oui, je demande que ce temps soit un temps de relaxation, un temps de détente, qu'il est évident que tous les enfants qui doivent faire la sieste doivent la faire dès la fin du repas. Pas question de la faire après une demi-heure de récréation où on s'est bien énervé, ou après on a un mal de chien à s'endormir, parce que forcément on est beaucoup trop énervé. Donc c'est dès la fin du repas, on passe aux toilettes, on se lave les mains, les dents, et puis on se prépare et on va se coucher, et là, les enfants s'endorment vite. Mais j'ai bien précisé les enfants qui doivent faire la sieste. Je n'ai pas dit les petites sections qui vont à la sieste. Et pourquoi n'ai-je pas dit ça? Parce que quand je fais une conférence autour des rythmes biologiques, j'explique que les rythmes biologiques sont génétiquement programmés. Et qu'étant génétiquement programmés, ils génèrent des différences interindividuelles. Et qu'il est une différence interindividuelle qui apparaît tôt, dès la première année de vie, qui porte sur le besoin de sommeil des enfants. Et à 1 an, on a des enfants petits dormeurs, moyens dormeurs et gros dormeurs. Et je parle de vrais petits dormeurs. Je ne parle pas de ceux qui refusent d'aller dormir, ce n'est pas les mêmes. Mais le vrai petit dormeur, on le reconnaît. Et tous les professionnels de la petite enfance sont capables, à mon avis, de les reconnaître. Ce sont des enfants qui, effectivement, font rapidement leur nuit, parce qu'elle est un peu plus courte que pour les autres, donc très vite, ils font leur nuit. Ce sont des enfants qui, assez rapidement, vont aussi supprimer les 3 ou 4 temps de sieste de la journée, hein, ne plus en avoir qu'une en début d'après-midi, assez vite, à 18 mois, 2 ans, même plus forcément à 2 ans. Et puis des enfants qui, à côté de ça, vont très bien, sont toujours joyeux, sont toujours très agréables, mangent bien, jouent bien, etc. Non, aucun souci. Ce sont de vrais petits dormeurs. Mais on a également des vrais gros dormeurs. Et que comme c'est génétiquement programmé, eh ben, qui est gros dormeur à 1 an le sera toute sa vie. Et qui est petit dormeur à 1 an le sera aussi toute sa vie. Alors c'est sûr qu'en gain de temps, le petit dormeur, il est gagnant. C'est clair. Comparativement, c'est comme ça. Mais néanmoins, quand on dit qu'on respecte les besoins des enfants, ça doit être respecté. Ce qui veut dire que dans les petites sections, j'ai toujours constaté qu'il y avait au moins 1, 2, peut-être 3 petits qui sont des petits dormeurs et qui n'ont absolument pas besoin de cette longue sieste et qui vont être ceux qu'on va mettre quand même couchés, qui vont se retourner pendant 1 heure à déranger le voisin, à gêner les autres, etc. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir à ce moment-là. Et ces 2 guerres-là, qui finissent par s'endormir au bout d'1 heure, et après il faut les réveiller. Ça sert à quelque chose. Donc ils n'en ont pas besoin. Par contre, aussi bien chez les moyens que chez les grands, j'ai toujours vu qu'il y a au moins 1, 2 ou 3 gros dormeurs qui, eux, ont besoin de la sieste. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait leur empêcher d'avoir la sieste, surtout si on la fait à la fin du repas. Parce qu'ils en ont besoin. Donc c'est bien les enfants qui doivent faire la sieste, qui doivent pouvoir en profiter pendant ce temps de repos. Mais tous les autres, et là, quel que soit leur âge, y compris jusqu'au CM2, doivent avoir absolument un temps de relaxation. J'ai souvent dit en plaisantant, là où je suis passée, que j'ai supprimé les ballons sur le temps de midi. Parce que quand je les vois s'énerver comme ils le font sur ce temps-là avec le ballon, etc., c'est une aberration. Il faut savoir que ce moment de la journée, il a un nom particulier, on l'appelle le creux méridien. Méridien, ça veut dire milieu. Milieu de notre rythme circadien. Notre rythme circadien, c'est notre rythme de 24 heures. Donc ce creux méridien, il apparaît au milieu du rythme circadien et en fait, il correspond à une baisse physiologique globale. On a à la fois notre vigilance qui baisse, on a notre température centrale qui baisse et on a même le cortisol qui baisse à ce moment-là. Donc c'est une baisse physiologique globale. C'est exactement ce que chacun d'entre vous appelle le coup de pompe qui ressemble en sortant du repas. Et vous êtes persuadé que c'est parce que vous êtes en train de digérer. Or non, pas du tout. Même si vous n'avez pas mangé le midi, vous aurez ce coup de pompe
puisque c'est un creux physiologique normal, qui apparaît toutes les 24 heures, à peu près à la même heure. Donc même sans avoir mangé. Il est clair que si vous avez un repas très caloriquement chargé et que vous ne l'accompagnez pas que d'eau, c'est plus un creux que vous avez. Je peux vous dire que vous vous retrouvez au fond du fossé. Et que dans vos pays à vous, vous devez le savoir, plus la température extérieure est grande, est élevée, plus c'est dur de maintenir sa concentration à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans tous les pays méditerranéens, tout le monde fait la sieste jusqu'à 15 heures. C'est une habitude. Donc on sait qu'il y a des facteurs extérieurs qui jouent en plus, mais quoi qu'il en soit, la baisse existe. Elle existe chez les enfants. Et il faut que les animateurs comprennent que quand on les voit courir partout comme ils le font, ça n'est pas du défoulement, ça n'est pas de la détente, c'est de l'hyperexcitation. C'est de l'hyperexcitation. En fait, on a une vigilance qui va du sommeil très profond jusqu'à l'hyperexcitation. Donc notre niveau de vigilance, bon là, à certains moments, dans la matinée, il est très très fort, ce niveau de vigilance. Et quand on est stressé, quand on est par exemple dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, etc., on passe à un stade supérieur qu'on appelle l'émotion physiologique, et le stade ultime, c'est l'hyperexcitation physiologique. Et quand vous les voyez courir partout comme ça, ils sont en hyperexcitation physiologique. Et parce que bien souvent, si on leur demandait juste de s'arrêter, vous les verriez s'écrouler. Mais c'est aussi pour ça que c'est souvent le moment le plus accidentogène de la journée, que c'est là qu'il y a des enfants qui deviennent un peu agressifs, qui bousculent les autres, etc. C'est parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont besoin de ce repos-là. Donc là, il est vraiment fondamental d'aménager les espaces pour qu'on puisse avoir des lieux de vraie pause, de vraie relaxation, et même de travailler avec des personnes spécialisées comme les sophrologues qui travaillent pour enfants, qui vont fournir à tout le monde les outils nécessaires à la relaxation que vont s'approprier les enfants. Et je peux vous affirmer que même en CM2, quand ils ont découvert ça, ils le réclament. Parce qu'ils se rendent compte à quel point ils sont bien après, et qu'avoir ce temps vrai de détente, il est extrêmement important pour eux. Je demande également qu'on aménage l'ensemble des espaces comme on le peut, mais y compris, par exemple, en découpant les préaux avec des claustras. Quand on a un grand préau, on n'a rien d'autre à faire que de courir d'un bout à l'autre, forcément on court d'un bout à l'autre. Mais par contre, si on délimite dans ce préau avec des claustras des zones de jeu, et ça coûte pas très cher, et ben on s'aperçoit que les enfants vont sortir les caplas, vont sortir des Legos, vont sortir des puzzles, et vont jouer sur ce petit espace. Parce que là, ils seront sûrs qu'ils ne seront pas bousculés, qu'on n'ira pas mettre un ballon dessus, qu'ils seront pas, il n'y en a pas un qui courra dessus, ce qu'il est en train de construire, et qui fera tout tomber. Donc ça calme complètement les enfants, ça les détend complètement, et ça permet vraiment de changer complètement le climat de cours de récréation à ce moment-là. Donc ça, c'est un temps qui doit absolument être aménagé, et c'est vraiment le temps favori pour laisser les enfants ne rien faire, buller, s'ennuyer, se poser et regarder les autres faire. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment regarder les autres en train de faire des choses, mais sans forcément se mobiliser pour y aller. Et c'est vraiment un moment favorable pour faire ça. Alors, par rapport à toute cette journée, il y a aussi le matin qui doit être préparé. Alors je pense avoir entendu qu'y compris chez vous, il y en a qui arrivent très tôt le matin. Il y en a qui peuvent arriver à 7h30 le matin. C'est tout à fait compréhensible, étant donné le temps de travail des parents, etc. Les choses que j'ai proposées dans les communes où j'ai travaillé pour ces enfants-là, c'est qu'on évite de demander aux parents de l'élever encore un peu plus tôt pour essayer de leur donner un petit déjeuner avant qu'ils n'arrivent. Parce que c'est compliqué, c'est pas le moment, c'est pas la bonne heure, etc. Mais par contre, les enfants viennent avec leur petit déjeuner à 7h30 le matin, là où ils sont accueillis. Et du coup, la personne qui les accueille organise une table, et les enfants qui ont tous leur petit déjeuner s'assiedent autour de cette table, et entre 7h30 et 8h, prennent leur petit déjeuner comme s'ils étaient à la maison, en échangeant comme s'ils étaient avec les frères et sœurs. Voilà, il y en a un qui ramène de la brioche, on donne à goûter la brioche, et puis l'autre, il ramène du pain, on fait goûter, voilà, et c'est un temps vraiment, vraiment privilégié pour eux, parce que ça leur donne une transition douce entre la maison et l'école, et puis ça leur donne vraiment un temps où ils n'ont pas la pression d'attendre. Il faut que vous sachiez que plus on fait attendre les enfants, pire c'est pour eux. Et ça, c'est un autre chercheur qui s'appelait Paul Fraisse qui l'avait démontré,
le temps d'attente est toujours trop long pour un enfant. Et c'est vrai que je trouve aberrant de voir des enfants qui attendent entre 7h30 et 9h15 avant de se mettre au travail. C'est aberrant. C'est beaucoup trop long. C'est une attente inutile pour eux. Et à 9h15, c'est pas étonnant s'ils se mettent à bâiller, s'ils se mettent à se frotter les yeux, parce qu'ils ont tellement vécu l'ennui là à attendre comme ça que forcément, ils sont pas prêts à se jeter tout de suite dans le travail qu'on va leur proposer. Donc c'est beaucoup trop long. Donc je sais que vous êtes coincés avec vos cars scolaires, etc., et qu'il y aurait quelque chose à faire autour de ça, mais quand on peut le faire, il faut au contraire les faire commencer plus tôt, sachant de plus que chez les enfants de cet âge-là, la plupart des enfants sont d'élèves tôt. C'est au moment de l'adolescence que les choses vont changer. C'est vrai qu'à l'adolescence, il va y avoir ce qu'on appelle un retard de phase physiologique qui va faire que toutes les horloges vont être repoussées d'1 heure. Donc, de fait, il faudrait que les établissements du secondaire, eux, ouvrent 1 heure plus tard pour pouvoir respecter ça. C'est ça qu'il faudrait faire. Et donc changer les tournées de bus même. Que les premiers soient à l'école primaire et que les seconds soient au collège. Ça, ce serait normal. Mais il n'y a rien de normal dans notre pays, que voulez-vous que je vous dise. Et pourtant, on sait ce qu'on pourrait faire. C'est un petit peu dommage. Alors ensuite, où en suis-je de ma journée? Bon, ben donc voilà, ils ont leur petit déjeuner à ce moment-là. Et puis ensuite, ils vont commencer l'école. Et l'école qui est refondée, où il y a donc eu plein de changements, etc. Elle se fait sur des matinées plus longues. Et puis on a réfléchi à la manière d'accueillir les enfants. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les écoles freinées, puisque je travaille beaucoup avec elles, c'est ce qu'ils appellent le quad neuf. Le quad neuf, c'est ce qu'on fait à l'entrée en classe le matin. Et le quad neuf, c'est chaque enfant qui va, à tour de rôle, évoquer un point particulier qui l'a intéressé. Bon, en ce moment, ils parlent tous des élections, donc il y a de quoi être intéressé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permet des échanges, des communications, des échanges de paroles, et que chacun à tour de rôle a la parole. Et c'est ça qui est fondamental. Et donc ça, c'est un début de matinée qui est vraiment tout à fait intéressant, parce que ça permet ensuite qu'ils se mettent au travail, mais après avoir eu ce temps d'échange, d'intercommunication, etc., qui est si important pour eux. Et puis effectivement, les après-midi. Alors autre chose également qu'avait montré le même Paul Fraisse, qui est un chercheur, c'est lui, Paul Fraisse, qui a inventé le terme chronopsychologie. Il a inventé dans les années 80 ce terme chronopsychologie, et en fait, ce qu'il exprimait avec ce terme, la chronobiologie est une science. C'est une science qui a été reconnue par l'Académie des sciences dans les années 60, à la suite des expériences qui ont prouvé l'existence des rythmes biologiques. La chronopsychologie n'est pas une science. La chronopsychologie, c'est une idée de Paul Fraisse qui demandait qu'on vérifie si nos activités psychologiques ont des rythmicités identiques aux rythmes biologiques. Et si ces activités psychologiques avaient des rythmes, elles aussi, est-ce que ces rythmes sont dépendants, déterminés par les rythmes biologiques, ou est-ce qu'ils sont autonomes? Et en fait, il n'y a aucune recherche qui a pu prouver l'existence de rythmes des activités psychologiques autonomes. S'il y a des rythmicités, elles sont totalement dépendantes des rythmes biologiques et du rythme de la vigilance physiologique en particulier. Ça, il y a vraiment eu beaucoup de travaux là-dessus, et finalement, tous ceux qui se sont lancés dans des recherches comme ça les ont abandonnés, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une telle variabilité dans les données et dans les résultats qu'il n'y avait rien de particulier qui apparaissait. Les rythmes biologiques existent, puisqu'en fait, on a découvert toutes les horloges biologiques qui génèrent ces rythmes biologiques, ce qui n'est pas le cas pour les activités psychologiques. On n'a pas d'horloge dans le cerveau ou n'importe où ailleurs qui rythme nos activités psychologiques. Ça n'existe pas. C'est très dépendant des facteurs environnementaux, c'est très dépendant du contexte, et c'est dépendant des rythmes biologiques. Donc ce même Paul Fraisse disait que si on veut que les enfants s'intéressent à quelque chose, il faut que la chose en question ait une durée suffisante pour que les enfants y rentrent, y prennent plaisir, s'y intéressent, et que ça dure suffisamment pour qu'ils voient l'aboutissement de ce qu'ils font. Et c'est pas ce qu'on fait quand on émiette sur 3/4 d'heure. C'est très clair. Ça n'est pas ce que l'on fait. Et comme je l'ai entendu de tous ceux qui font 3/4 d'heure, c'est 20 minutes. Hein.
le temps de mettre en route, de les mettre en groupe, de les mettre là où il faut, de sortir les affaires, etc. Puis après de tout ranger, c'est 20 minutes. Comment voulez-vous qu'en 20 minutes, on ait vraiment le temps de faire adhérer l'enfant à ce qu'il va faire voilà. Donc c'est pas possible. Donc c'est bien la raison pour laquelle moi je n'avais pas demandé dès le départ qu'on découpe comme ça ce temps-là. Et surtout, forcément, ça provoque un découpage de la journée qui émiette le temps des enfants. Et ça, c'est aussi délétère. Parce que l'enfant, il va passer par plusieurs référents, par plusieurs lieux, sur des temps courts. C'est de l'émiettement. Donc c'est vrai que les parcours que j'avais proposés au Céronais, c'était aussi une des raisons qui me faisait proposer ça. Parce qu'à la fois, la durée fait que les enfants s'impliquent dedans, parce qu'ils ont le temps, parce qu'on ne les bouscule pas pour se dépêcher de ranger, etc. Mais en même temps, parce que ça évite d'avoir un découpage constant de leur temps. Là, ils sortent de la pause méridienne, ils vont dans le parcours. C'est pas pareil que d'avoir la pause méridienne, d'avoir un peu de parcours, puis après d'avoir de l'école, ou bien même d'avoir de l'école, puis après un peu de parcours, etc. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. L'intérêt également de ce parcours tel qu'il est mis, c'est que les enfants sortent toujours à la même heure. Les journées sont équivalentes entre elles. Et que finalement, quand on rajoute encore en fin de journée, ben c'est quand même encore... on n'a jamais fini la journée, quoi. C'est un petit peu difficile. Alors, est-ce qu'il y a un agenda j'avais vu ça dans les questions, un agenda... Je vais revenir sur quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. La semaine de 6 jours, nous y tenions. Nous y tenions vraiment. Parce qu'on avait constaté à quel point c'était extraordinaire pour les enfants. Et tous les enfants nous disaient, mais nous, ça ne nous fait rien du tout. Les 4 heures du matin, l'après-midi, on sait que ce sera différent. Donc le matin, on est à plein, on y va, on le fait. Et tous le disaient. Ils disaient tous la même chose. Et finalement, ça ne les dérangeait pas d'être là tous les matins de la semaine. Et c'était beaucoup plus régulier. En Russie, ils sont à 6 jours de classe. Alors, d'accord, on ne va pas forcément comparer la Russie, mais ça existe. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu démontrer comme étant tout à fait au profit des enfants de l'école primaire. Alors, par ailleurs, la question qu'on m'a posée, c'est plutôt le mercredi ou plutôt le samedi. Ceux qui m'ont déjà entendu en conférence savent que j'ai toujours milité pour le samedi matin. Je milite pour le samedi matin, d'une part, parce que c'est vraiment ce qui permet tout de même de minimiser l'irrégularité du rythme veille-sommeil des enfants. Quoi que vous fassiez, quoi que vous en disiez, dès le vendredi soir, on a des enfants qui se couchent tard. Je vous parlais de la petite de 8 ans qui regarde Koh-Lanta, c'est dès le vendredi soir. Quand on a classe le samedi matin, on s'en passe de Koh-Lanta. C'est comme ça. Alors j'ai entendu également qu'il y avait des taux d'absentéisme le samedi matin. Moi, j'avais travaillé à ça, sur ces taux d'absentéisme. Et j'avais conseillé aux enseignants de profiter de ce samedi matin pour mettre en place des ateliers en coéducation avec les parents. C'est le bon moment pour le faire. Et par exemple, le maître de grande section me disait que régulièrement, tous les mois, il faisait un atelier roller le samedi matin. Et comme chez nous, c'est des grosses classes, donc il avait une classe de 30 élèves, et il disait aux parents, je ne peux pas mettre 30 patins aux pieds des enfants, je n'y arriverai pas. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez pour cet atelier-là. Et en fait, ce n'était pas je vous invite, je vous fais venir, ou je vous convoque, c'est j'ai besoin de vous. Donc les parents venaient, forcément. Et les parents se sont pris au jeu, parce qu'ils ont eu plaisir à voir leurs enfants en tant qu'élèves en classe. Ils ne les voient jamais comme élèves. Il faut le savoir, ça. C'est vous qui leur a parlé, les enseignants, les animateurs ou autres, mais eux, parents, ne voient jamais leur enfant en tant qu'élève. Et le seul moyen de le faire, c'est d'avoir des ateliers en coéducation qui va leur permettre de voir les élèves et leur enfant se comporter en tant qu'élèves avec le groupe d'élèves. Donc si on veut développer la coéducation, c'est vraiment le bon moment de le faire. C'est aussi un moment que je trouve tout à fait agréable parce qu'on s'est rendu compte dans beaucoup de suivis qui ont été faits que le climat d'école n'est jamais le même le samedi matin. Jamais le même. Souvent pour une raison assez simple, c'est tout simplement que la personne qui amène l'enfant à l'école le samedi matin, généralement ne travaille pas. Et donc comme il ne travaille pas, il n'est pas à la bourre à lui demander de se dépêcher parce que lui va être en retard au boulot, etc. Donc forcément ça change les choses. On est moins stressé pour démarrer.
Tout le monde sait que c'est la fin de semaine, tout le monde sait qu'on va avoir autre chose après, donc il y a beaucoup moins de stress et le climat d'école n'est pas le même. C'est vraiment le seul moment de la semaine où on a vraiment la possibilité de rencontres spontanées entre les parents, de rencontres spontanées plus faciles avec l'enseignant également que les autres jours de la semaine. Donc ça, c'est à privilégier, évidemment. J'ai bien entendu les familles séparées, mais je dis la même chose. Le papa qui ne l'a que tous les 15 jours, il a besoin de ce contact avec l'école. Et il faut le savoir, ça. Pour avoir travaillé là-dessus, des enfants disaient qu'ils regrettaient que ce soit jamais son papa qui vienne le chercher à l'école. Ils le disent. Alors c'est le seul moment où il peut le faire, justement. Et ils adorent ce moment où c'est le papa qui vient les chercher à l'école. Donc c'est un moment, une chose, un facteur supplémentaire qui me fait dire que le samedi matin, c'est véritablement un bon moment. C'est un moment aussi, alors je prends toujours cette anecdote, mais qui est réelle, c'est dans une commune, il y avait un marché à la sortie de l'école le samedi matin. Et le jour où le samedi matin a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le marché a disparu. Pourquoi? Parce que tout le monde est allé au centre commercial. Et qu'on ne s'est plus déplacé pour venir au marché, on est parti au centre commercial toute la journée plutôt que de venir au marché. Alors que ce marché, c'était vraiment un lien social dans le quartier, de rencontres, etc. Voilà, donc c'est une des causes aussi de la suppression du samedi matin, c'est ça, c'est qu'on casse certaines choses. Et puis, je dois bien dire que je milite d'autant plus pour le samedi matin par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passe pour les centres de loisirs le mercredi après-midi aujourd'hui. J'ai vu des choses tellement aberrantes, où dans les communes, on a dit aux parents, si vous ne pouvez pas le reprendre le midi et qu'il faut qu'il mange, il faudra qu'il soit inscrit au centre de loisirs. Parce qu'il va manger au centre de loisirs. Donc vous ne pouvez pas le reprendre après le repas. Donc j'ai vu des centres de loisirs gonflés à outrance pour ces raisons-là. Parce qu'effectivement, les enfants devaient aller manger, donc rester au centre de loisirs. Avec des animateurs complètement décomposés qui me disaient, déjà qu'ils ont des activités tous les jours, alors si je leur en propose une, alors là, c'est le ras-le-bol. Parce qu'ils en ont marre, tout simplement. Parce qu'ils en ont déjà tous les jours. Donc, difficile pour eux d'avoir ce temps avec eux. Et il me disait également, on n'a plus aucun projet pédagogique possible à faire à la journée, parce qu'avant, on prévoyait des sorties sur la journée, on prévoyait des choses qu'on ne peut plus faire. Donc c'est vrai que ça a complètement déstructuré ça. Et franchement, quand j'ai entendu tout à l'heure qu'on me disait que du coup, les activités sportives qui se faisaient sur l'ensemble du mercredi se font parfois maintenant à 18h, excusez-moi, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Quand on vient de prétendre qu'on fait une réforme pour respecter les rythmes des enfants, tous les chronobiologistes vous diront pas de sport après 17h chez l'enfant de cet âge-là. C'est le meilleur moyen de sacrifier son sommeil. Tout le monde le sait. Et on le fait. Et on le fait, soi-disant, pour respecter les rythmes des enfants. Donc, effectivement, faisons-le le samedi matin, mais faisons en sorte que les enfants y aillent le samedi matin. C'est plutôt mieux, mais surtout pas le sport en fin de journée. Surtout pas. C'est vraiment pas le moment. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez encore posé comme question? Je crois que je vous ai un petit peu parlé. Alors, l'agenda idéal, moi, il ne s'arrête pas la semaine, il se travaille sur l'année aussi. Alors, je ne vais pas vous détailler l'année, mais je peux vous dire qu'est sorti aujourd'hui, sur le café pédagogique, un article que j'ai fait qui porte sur le découpage de l'année et les vacances. Donc, il a été publié ce matin, je crois qu'il est visible par beaucoup de monde, parce que, effectivement, je suis absolument sidérée de voir qu'on est le seul pays au monde, et là j'ai comparé 33 autres pays, à avoir une succession de vacances de 2 semaines dans l'année. On est le seul pays au monde à faire ça. 33 pays, j'ai comparé. Aucun ne le fait. Nous sommes les seuls. Alors je sais bien qu'on aime bien être, en tant que Français, mais autant que ce soit pour de bonnes raisons, parce que là, c'est pas du tout de bonnes raisons. Donc j'ai toujours été contre cette succession de 2 semaines. Je milite pour que l'hiver, on ait un vrai temps de pause, et pas rentrer le 3 janvier, quand on vient de finir le réveillon et qu'on sait dans quel état peuvent être les enfants. Ça, c'est complètement aberrant. Mais je milite également pour qu'on arrête avec ces 15 jours de vacances au printemps où les enfants se couchent très tard, parce que le soleil il se couche tard et qu'on attend qu'ils se couchent pour aller se coucher.
Et du coup, on revient complètement épuisé, parce qu'on n'a pas dormi comme il fallait. Par contre, utiliser ces jours-là pour les mettre entre les ponts. Parce que là, ceux qui sont rentrés de vacances, ben, ils vont avoir le pont du 1er mai, le pont du 8 mai, le pont du jeudi de l'Ascension, le pont du lundi de Pentecôte. C'est génial pour le mois de mai. On n'arrête pas d'avoir des ruptures. C'est aberrant. C'est aberrant. Or, c'est des trucs que vous avez ad vitam aeternam. Hein. Vous pouvez les avoir jusqu'à 2055. Donc, on le sait à l'avance. Donc, c'est des choses qu'on peut caler à l'avance pour avoir des jours qui vont prendre place entre les ponts. Si vous les avez entre le 1er et le 8 mai, ça fait quelques jours entre ces... Mais au moins, ça fait qu'une pause. Et ça ne fait pas une succession de ruptures. Donc c'est toutes ces propositions-là que j'ai faites dans ce document-là. Si vous ne l'avez pas, dites-le moi éventuellement, je pourrais vous l'envoyer en pièce jointe, parce que j'y ai mis également, il a tout mis sur le... C'est sympa de la part de Jarreau, il a tout mis sur le café pédagogique, tous les liens que j'ai faits. Parce que j'ai fait un lien qui porte sur la manière dont j'ai travaillé avec les communes pour faire un PEDT de qualité. J'ai mis un autre lien, enfin il y a plein de liens dedans qui sont accessibles. Donc si vous le souhaitez, je le laisserai à Olivier, si vous ne pouvez pas aller sur le café pédagogique. Mais en tout cas, ça a été publié aujourd'hui. À quoi j'ai pas répondu Alors comment définir la coéducation? La coéducation, pour moi, c'est vraiment un travail partenarial qui associe l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Elle ne se résume pas à simplement relation parents-enseignants. C'est vraiment l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, et c'est justement l'objectif du PEDT, de faire travailler ensemble tous ces acteurs-là. Et c'est effectivement comme ça qu'on peut la développer, cette coéducation. Et comme je disais tout à l'heure, plus on aura la possibilité de faire en sorte que les parents participent véritablement au fonctionnement de l'école, plus la coéducation parents-enseignants existera. Mais c'est les y inviter aussi, les parents, c'est les faire venir, voilà. À quoi j'ai pas répondu? Samedi matin. Alors, si j'avais été ministre, je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas du tout le cas parce que je n'ai aucune envie de faire ça. Moi, j'ai besoin de ma liberté de parole et de ne pas être contrainte par des pressions multiples et variées. Mais néanmoins, si j'avais été ministre, j'ai envie de vous dire, allez voir les propositions que j'avais faites. La première chose que j'avais demandé, c'était que le décret portant sur cette réforme ne soit pas porté que par l'Éducation nationale. C'est la première chose que j'avais demandé. J'avais dit qu'il faut qu'il soit interministériel, qu'il associe jeunesse et sport, qu'il associe culture, qu'il associe famille, santé, travail. C'est écrit en toutes lettres. Décret interministériel. Pourquoi? Parce que pour moi, un projet de cet ordre-là, avec les ambitions qu'il avait, ça s'inscrit dans un projet de société. Ce n'est pas juste un changement d'emploi du temps, c'est un projet de société. Donc ça nécessitait ce décret interministériel. Je vais vous dire que j'ai été auditionnée au Sénat et qu'à un moment on m'a demandé, comme ça m'a été posé là, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai dit ça. J'ai dit pour moi, ce projet-là, ce n'était pas juste changer un emploi du temps, c'était vraiment s'inscrire dans un projet de société où on réfléchit au rythme de tout le monde, y compris des familles. C'est pour ça que le ministère du Travail devait être engagé, lui aussi, absolument. La réponse qui m'a été faite par la sénatrice qui était rapporteure de cette mission, ça a été « Madame Lecomte, tout le monde sait que vous avez des idées généreuses. » Je suis ravie de savoir que j'ai des idées généreuses, mais je dis que non, ce n'était pas une idée généreuse, c'était quelque chose en quoi je crois. Et qu'effectivement, il me semblait important qu'on associe l'ensemble des ministères, effectivement, pour que l'État soit porteuse dans son entièreté de ce projet-là. Et d'ailleurs, les décrets dont je vous parlais auparavant, ils étaient interministériels. C'est la première fois qu'il y a que l'Éducation nationale qui porte ça. La circulaire d'octobre 95, il associait jeunesse et sport et culture. À l'époque, à jeunesse et sport, c'était Guy Drut, à culture, c'était Philippe Douste-Blazy, et à l'éducation, c'était François Bayrou. Et donc, c'était interministériel. Et là, non. On a décidé de faire porter ça par l'Éducation nationale, ce qui est quand même quelque chose d'assez aberrant,
Parce que à la fois, on renvoie les PEDT aux maires en leur disant « c'est vous qui avez décidé de les faire », mais c'est le DAZEN et c'est le recteur qui... C'est quand même fou. C'est fou. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais demandé si j'avais été ministre et que j'aurais fait. Je l'aurais fait signer en interministériel. Ça, c'est très clair. Ça aurait changé beaucoup de choses, hein, je peux vous le dire. Ça aurait changé beaucoup de choses. La deuxième chose que j'aurais demandé, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre du temps. On ne peut pas réformer à ce point les choses en se disant qu'en 2 coups de cuillère à peau, les choses vont se faire. En Finlande, que tout le monde admire aujourd'hui, ils ont mis 15 ans à réformer l'école. 15 ans. Mais pendant 15 ans, il y a eu une ligne. Et il pouvait y avoir des changements politiques et autres. C'était la même ligne qu'on suivait. Chez nous, il y a un nouveau ministre qui arrive. Allez, hop, on balaye et on recommence. Voilà. Et ça dure depuis des décennies. Et on s'étonne que l'école aille de plus en plus mal. C'est normal. Donc, au contraire, j'aurais demandé du temps. Et je dois bien dire d'ailleurs que ça m'amuse beaucoup, la réponse qui m'avait été faite quand je demandais du temps et qu'on me disait « oui, mais il y a la municipale ». Toutes les communes que j'ai accompagnées en 2013, 2014, je leur avais conseillé d'attendre, à toutes. Je leur avais dit « c'est pas prêt, allez-y, on travaille ensemble, on construit, on monte le partenariat, etc. » Et on partira en 2014 en espérant l'assouplissement. Tous les maires de toutes ces communes ont été réélus au premier tour municipal. Tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont associé l'ensemble des citoyens. Et qui n'ont pas dit c'est nous qui faisons le PEDT, ils ont dit on va travailler ensemble et on va prendre le temps de réfléchir ensemble à ce qui sera mieux pour les enfants. Ils ont tous été réélus au premier tour. Je peux vous dire que ça n'a pas été le cas pour certains qui ont voulu aller très très vite et qui ont voulu... ils n'ont pas été réélus. Donc c'est des choix à faire, ça, c'est évident. Et puis ensuite, effectivement, j'aurais proposé, j'aurais sûrement pas proposé ce décret en découpage en 9 demi-journées, j'aurais proposé effectivement une semaine, comme c'était dit, de 5 jours au moins, du lundi au samedi, avec 5 jours qui peuvent ne pas être... C'est d'ailleurs ce que le décret Hamon dit, que les 5 jours ne sont pas forcément consécutifs, c'est dit dans le décret Hamon. Et lui d'ailleurs avait soutenu le samedi matin, il l'avait dit au Sénat quand il a été auditionné, il était davantage d'accord pour que ce soit le samedi matin qui soit choisi comme le 5e matinée. Donc c'est aussi quelque chose que j'aurais proposé dans le décret que j'aurais fait. Et j'aurais demandé également que des formations soient données à tous ceux qui vont accompagner les enfants au cours de ce projet. Parce que ça, c'est indispensable. On voit bien que les formations sont indispensables, ne serait-ce que sur la connaissance de l'enfant, sur la connaissance de ses rythmes biologiques, mais également, dans, par exemple, le projet expérimental du Céronais, on voit bien qu'il y a toute une réflexion à mener pour la construction de ces parcours, pour le fait que le parcours, ça n'est pas une activité occupationnelle qui occupe juste 3/4 d'heure ou même 20 minutes, c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé, réfléchi, construit, qui nécessite qu'il y ait un travail fait avec l'ensemble des personnes qui vont construire ça. Donc, par rapport à cette réforme-là, c'est vraiment les points très importants sur lesquels moi j'aurais insisté, qui sont dans mes propositions. Donc, j'invente rien. Où je voulais aussi, effectivement, que les finances soient publiques, forcément. Qu'on ne vienne pas demander aux parents de sortir ce que je vois un peu partout à l'heure actuelle, quand même, de sortir des financements qui peuvent être importants pour certains, avec des mamans qui me disent on finit par payer la sieste maintenant pour nos enfants, puisqu'effectivement dans certaines maternelles on a mis ça au moment de... On a mis les fameux TAP, quel merveilleux acronyme, on va donner des TAP aux enfants, il fallait choisir quand même. Je trouve que vraiment... Bref. Donc ils ont mis ça sur cette pause méridienne en disant comme ça les enfants feront la sieste pendant l'étape et ils payent. Donc les parents disent on paye la sieste maintenant. C'est assez génial. Donc évidemment pour moi non, ça certainement pas. Et puis j'aurais demandé qu'un gros accompagnement soit fait par l'éducation nationale pour que véritablement il y ait cette refondation de l'école et qu'on ait une réflexion totale sur les changements à apporter au sein de l'école, sur les pratiques des enseignants, sur les pratiques d'évaluation également. Bon, je ne vais pas lancer un débat aujourd'hui et ce soir, mais on pourrait en lancer un sur les devoirs, par exemple.
je peux vous dire que je pourrais vous en parler largement de ces devoirs qui restent encore, bien qu'une circulaire de 1956 est interdit de les faire quand ils sont par écrit. Mais effectivement, ça n'a pas beaucoup évolué non plus, on reste au devoir traditionnel d'antan. Alors qu'il y a toute une réflexion à mener qui permettrait de donner du travail personnel, qui n'est pas la même chose, qui développe la métacognition chez les enfants. Bon bref, j'ai pas le temps de vous développer tout ça, mais je pourrais le faire. Mais ça devrait faire partie effectivement de cette réflexion-là. Et je ne me serais pas arrêtée à l'école primaire. Voilà, parce qu'il y a évidemment des choses à faire pour le secondaire. Je travaille avec des lycées professionnels, avec les lycéens. Il y a vraiment, vraiment des choses à faire au collège comme au lycée. Donc il ne faudrait pas s'arrêter là. Voilà. Merci Fleur.